Et pour parler de ce mouvement de contestation en Iran, avec nous, Bernard Ourcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Iran, actuellement directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez dirigé de 78 à 93 l'Institut français de recherche à Téhéran. Et vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Iran, dont une géopolitique de l'Iran publiée chez Armand Collin en 2010. Alors on l'a vu, la contestation se poursuit sous une autre forme. Enfin bon, on est quand même loin des grandes manifestations de l'automne qui ont surpris le monde. Est-ce que cela signifie que la machine à réprimer du régime l'a emporté, du moins dans la rue ? La machine à réprimer, évidemment, elle est efficace. La République islamique a une grande expérience en matière de répression. Et d'autant plus que les révoltes des femmes ou des gens en Iran en général, ça ne s'est jamais arrêté. Tous les ans, il y a eu des manifestations. En 2019, en particulier, où on estime que presque 800 personnes ont été tuées en quelques jours. Autrement dit, la révolte est banale en Iran. Mais ce qui est de très spécifique aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit les jeunes et les femmes être à la source de grandes manifestations. Et le fait que les manifestations se déroulent dans l'ensemble du pays, ça ne touche pas une région particulière, et ça touche des gens ordinaires en quelque sorte, fait que ce mouvement est enraciné et irrévocable. Et le gouvernement l'a très bien senti, comme ça vient d'être dit. Le gouvernement ne peut plus arrêter un tel mouvement parce qu'effectivement, ça touche à la réalité de la plupart des habitants de l'Iran et qui ne vont pas changer d'opinion en quelques minutes. Vous connaissez parfaitement la société iranienne. Vous avez vécu à Téhéran entre 78 et 83. Vous avez assisté à la chute du Shah, à la mise en place de la République islamique. Est-ce que ce mouvement de contestation-là, son ampleur et cette forme-là étaient prévisibles ? Une chose qui m'a traumatisé, je dirais, à la Révolution, en 78-79, ça a été le fait que des centaines de milliers de femmes en tchador noir descendaient dans la rue, des femmes traditionnelles, qui prenaient la parole pour la première fois, alors que ce n'est pas la tradition. Leurs petites filles, aujourd'hui, ont maintenu, non pas le tchador noir de la grand-mère, mais la volonté de révolution, de changement, de prendre la parole de leur grand-mère. Et donc cette tradition de prendre la parole, de se révolter, d'avancer, elle, au moins, est restée tout le temps. Et donc, on assiste aujourd'hui dans tous les milieux sociaux à un changement considérable de la société, très profond par rapport à ce qu'il y avait il y a 40 ans. Aujourd'hui, l'Iran est radicalement différent. Le problème, c'est que le gouvernement, lui, est resté en 1979. Il n'a pas bougé. Il est resté figé, alors qu'il y avait ce paradoxe d'une société exceptionnellement ouverte à l'international, à la vie du XXIe siècle, et ce qu'on vient de voir dans les images le montre, alors que le gouvernement, totalement dépassé, est incapable. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il réprime, mais ne peut pas répondre aux demandes profondes de la société iranienne. Et c'est ça le problème. Vous parlez des femmes, mais on voit dans les manifestations des hommes. Par exemple, au Baloutchistan, ce sont des hommes qui manifestent en ce moment. C'est une particularité de ce mouvement aussi ? Hommes et femmes, les deux sont réunis, si vous voulez. Ce qui est caractéristique en Iran, c'est que les femmes ont vécu, par leur combat, une révolution complète en l'espace de 40 ans. La ville où est né Mahsa Amini, en 1985-86, 75% de la population est analphabète. Aujourd'hui, 95% des filles sont alphabétisées. C'est autre chose. Autrement dit, au Baloutchistan, au Kurdistan, les gens ne revendiquent pas pour l'indépendance du Baloutchistan, ils revendiquent pour être des Iraniens comme les autres. Et donc, il y a une volonté d'égalité sociale, d'égalité de tout le monde, d'égalité des femmes aussi, des jeunes aussi. Donc, très rapidement, le symbole des femmes, la lutte des femmes est en fait comprise parce qu'elle traduit la volonté de toute la population, des jeunes comme des vieux, toutes les générations confondues. Vous parliez d'un retour en arrière pas possible. Est-ce qu'on peut penser que le régime iranien est prêt à quelques concessions si la contestation telle qu'on la voit maintenant se poursuit ? Des concessions sur le voile, c'est évident. C'est une victoire culturelle. Il y a une révolution culturelle en Iran, c'est que le voile maintenant va subir encore des accidents, évidemment, mais c'est acquis. Par contre, le vrai combat des femmes aujourd'hui est celui de l'emploi. Parce qu'effectivement, avec la crise économique imposée par de nouvelles sanctions américaines liées au retrait américain de l'accord sur le nucléaire, fait qu'il y a un chômage gigantesque, 40% d'inflation, et qu'est-ce qu'on licencie les femmes ? La revendication principale des femmes iraniennes avant le drame de Mahsa Amini était l'emploi des femmes. Et la revendication fondamentale avant le hijab. Le hijab est passé devant, a été médiatisé, tant mieux. Ça montre que la porte, on a mis le pied dans la porte, mais les revendications importantes sont là, et il y a encore des menaces parce que la République islamique est efficace, elle s'est réprimée avec efficacité. Et aujourd'hui, la République islamique, justement, sur quel levier elle peut jouer pour briser cette unité nationale, finalement, à laquelle elle fait face ? Elle essaye de s'ouvrir. Le problème, c'est que la diaspora, notamment iranienne, n'a pas voulu que l'Iran, avait cherché à isoler l'Iran.
n'a pas voulu que l'Iran cherche à lever les sanctions qui étaient dans la clé étaient dans les pays occidentaux, Europe et États-Unis. Ils ont laissé le régime iranien s'isoler et s'ouvrir vers la Chine. Or, actuellement, l'Iran et la Chine sont en train d'avoir de très bonnes relations. L'ouverture se fera à l'Est, peut-être. Mais est-ce que la Chine, en matière de droits de l'homme, est un soutien effectif à la population iranienne? Ce n'est pas du tout évident. Et donc, il y a eu une faute politique, peut-être, de trop vouloir isoler l'Iran au lieu de l'ouvrir à l'Ouest comme c'était possible, en particulier en signant un accord sur le nucléaire. Vous plaidez pour le retour à l'accord sur le nucléaire de 2015. Ça pourra vraiment changer la donne? L'accord sur le nucléaire est une question technique, mais l'accord sur le nucléaire, c'est surtout l'ouverture de l'Iran aux États-Unis et à l'Europe. Il y a un choix aujourd'hui, et la clé, c'est le nucléaire, pour des raisons politiques importantes, et il y a une menace israélienne aussi là-dessus. Si l'Iran s'ouvre à l'Ouest, une perspective pour la société iranienne est ouverte. S'il continue à être fermé et ouvrir à l'Est, à la Chine et à la Russie, c'est une autre perspective qui s'annonce. Elle n'est pas forcément très bonne pour la population iranienne. Et donc, vous pensez qu'il est permis d'espérer pour ceux qui se battent contre la République islamique? Toujours permis d'espérer, mais ils attendent aussi une aide extérieure pour qu'effectivement, à l'extérieur, parce que nous avons des clés pour l'Iran, que ces clés nous les donnions aux Iraniens. L'émotion suscitée par la mort de Mahsa Amini est incontestable. Sa lutte va continuer, mais si on veut qu'elle soit enracinée véritablement, il faut que de notre côté occidental, on sache, et c'est très difficile, réussir à faire que l'Iran s'ouvre à l'Ouest et non pas à l'Est. Merci beaucoup Bernard Hourcade pour ce décryptage très instructif. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'Iran.